À l'écoute de la radio de la communauté, au micro, Jean Lewis, invité du journal de la communauté, Monsieur Albert Lombo. Et spécialement aujourd'hui, Monsieur Lombo, vous êtes live sur notre chaîne YouTube, chaîne de Congo Live 11. Bonsoir, Monsieur Lombo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un Congolais, donc du Texas, vous habitez à Houston, et vous allez devoir vous présenter à nos auditeurs. Merci beaucoup. Je suis Albert Lombo. Je suis basé à Houston. Je suis Congolais de Brazzaville d'origine. Je suis arrivé ici sous le programme du HCR. Donc, j'étais sur les chemins de l'exil par la barbarie du pouvoir aujourd'hui de Brazzaville. Et je me suis retrouvé ici avec toute ma famille. J'ai 6 enfants, ma femme et moi. Et nous sommes basés ici à Houston pour l'instant. Et oui, merci Monsieur Albert Lombo. Je rappelle que vous êtes un maraîcher, c'est ça, non, je crois. Vous faites du maraîchage à Houston. Ah oui, je fais du maraîchage. Vraiment, je fais du maraîchage, mon terrain de prédilection, simplement parce que sorti du premier pays de l'exil, le Gabon, où le système des Nations Unies, notamment le HCR et ses nations qui sont le handicap international, CICM, AISEI, nous avaient formés pour se prendre en charge au Gabon dans notre premier pays d'exil. Et à partir de là, nous avons pris goût à cette profession qui vraiment est une profession très passionnante et qui nous a permis de pouvoir redynamiser, s'il vous plaît, cette activité ici parce que nous sommes dans une opportunité. Et oui, Monsieur Lombo, je rappelle que vous avez depuis quelques années, je crois il y a 2 ans, 3 ans, une activité sous la houlette de l'organisation non gouvernementale américaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et éventuellement des difficultés et des moyens d'en sortir? Alors, que devient ce projet, le fameux Planting Forward? Ah oui, dès que nous avons mis pied ici aux États-Unis, nous sommes arrivés au Texas, notamment dans la ville d'Abilene. Et étant à la ville d'Abilene, nous étions en train maintenant de mener nos activités de manière officieuse. Par vraiment une chance, un cousin qui s'appelle Adrien Ikaba nous a informé qu'il y avait une organisation non gouvernementale, effectivement, comme vous le dites, qui avait besoin de réfugiés pour les former et qui devait se prendre en charge. J'ai trouvé cela très génial parce que depuis le Gabon, nous pensions toujours intégrer, puisque le HCR nous disait toujours qu'un réfugié devait reconstruire son toit. Et pour reconstruire le toit, il faut d'abord reconstruire vraiment une activité financière. Et c'est ce qui nous a permis de venir ici à Houston. Et à Houston, nous avons trouvé Planting Forward, qui avait la vocation de former des réfugiés qui devaient se prendre en charge. Donc, Planting Forward avait la vocation donc de mettre à la disposition de la ville de Houston du bio qui devait produire donc un certain nombre de légumes organiques pour une catégorie de personnes. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire pendant 3 ans. Et 3 ans après, il était question que nous soyons certifiés et que nous devons nous prendre en charge. Alors, Dieu merci, on nous a donné des certificats d'agriculteurs urbains et ce qui nous permet d'appliquer, notamment de remplir des formulaires qui nous permettent de
de vendre dans des farm markets. Les farm markets, ce sont des marchés qui s'apparentent à l'image de notre pays, les marchés comme Total. Oui, Et oui. donc, une vente. Mais ce n'est pas comme mon pays où on se réveille un bon matin, on va avoir le chef du marché et puis on a la table. Non. Ici, il faut la traçabilité de ce que tu produis. Donc, tu dois avoir un site, tu dois avoir, on doit connaître depuis quand tu produis et tu dois connaître comment tu as, on doit connaître plutôt comment tu as fait pour produire. Et c'est ce que nous avons voulu que nous soyons et nous y sommes. En ce moment-là, nous avons constaté que, comment je peux dire, l'emprise des riches ne nous quittera jamais. Je ne veux pas dire spécifiquement les Africains, mais je peux dire la basse classe, qu'elle soit blanche ou noire, il y a l'emprise de ceux-là qui ont des moyens. Mais nous avons constaté que nous sommes sous emprise et que nous devons être totalement libres. C'est pour cela que nous nous attelons à créer des structures qui vont nous permettre d'être totalement libres. Et pour votre humble serviteur, nous avons créé une structure qui s'appelle Houston Garni Market. Houston Garni Market, ça veut simplement dire en français que le maraîchage de Houston. Donc, à partir de là, nous allons faire adhérer les gens à ce que nous allons produire et nous allons appliquer ce que nous avons connu auprès de Planty Forward, notamment le programme de CSC, notamment en français on dit que la communauté supporte l'agriculture. Ce procédé nous permet d'avoir des clients qui achètent vos légumes avant même que vous les plantez. Donc ça vous garantit déjà le marché. Donc, on vous garantit déjà votre production et on vous aide à vous organiser. Donc, ça veut dire que vous ne travaillez que pour leur production. Et si vous êtes organisé, vous travaillez pour cette production. En même temps, vous travaillez pour la vente à l'étalage, notamment dans les farm markets. Et vous pouvez travailler aussi pour des stores. S'il y a des petits stores, vous pouvez travailler pour des stores et pour des restaurants. Et si vous avez votre label, je crois que ça peut être très fructueux pour vous. C'est à cela que nous nous attelons. Et je crois que d'ici là, certains compatriotes, bien que nos compatriotes ne participent pas à cela, parce que par expérience, ce qui nous avait amené à créer cela, c'est que quand nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que nous allions dans des magasins africains, dans des stores africains, où nous trouvions un peu d'oseille du pays, un peu des aubergines du pays, un peu du folo du pays. Le folo, c'est au Gabon, hein, mais pour les Congolais, on appelle ça le bari. Donc, nous nous sommes dit, mais ça revient d'où? Et les labels nous démontraient que ça revenait du Cameroun, du Ghana et un peu partout, mais en tout cas jamais du Congo-Brazzaville. Et ça nous a permis de réfléchir et d'essayer de produire sur place du frais. C'est cela qui nous a mené donc à ce projet-là. Je constate que vous ne vendez qu'au Texas. Est-ce que vous arrivez à vendre hors des limites du Texas? Par exemple, ici à Chicago, j'aurais besoin d'acheter votre baril ou votre oseille. Oh oui, mais déjà, si le Texas, disons si la communauté congolaise du Texas n'est pas déjà apte à nous aider comment? En achetant, pas en nous donnant, mais en achetant nos produits, et que nous sommes sentis vraiment disponibles donc à produire ce qui est local, notamment les suchars, les kels, comment vous appelez ça, les arugula, les bok choy, enfin, des produits consommés localement pour ne pas axer notre production à ce qui concerne les Africains, parce que les Africains ne nous encouragent particulièrement pas en achetant ce qui est à nous. Vous savez que, par expérience,
j'ai un livre qu'on appelle Esprit d'entreprise, culture et société. J'ai compris finalement pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas pu évoluer parce que les Afrikaners, quand ils créaient des sociétés, ce sont des Noirs qui venaient payer. Vous savez que les Noirs sont plus peuplés en Afrique du Sud que les Afrikaners. Alors, quand un Noir sud-africain crée un petit store, mais non, personne ne vient acheter. Mais ils achetaient chez les Afrikaners et les Afrikaners étaient tellement riches qu'ils se sont organisés, même contre eux, puisque qui ne dit pas que ce que les Afrikaners avaient, qui venait vraiment dans la plus grande population des Noirs sud-africains, pouvait servir effectivement à acheter les armes qui pouvaient ou bien les instruments qui pouvaient les recueillir. Donc, c'est ce que nous vivons ici. Nos frères africains ne nous encouragent pas, mais nous sommes à l'aise avec la communauté américaine qui vraiment essaie même de manger les légumes africains quand on leur explique. Ils ont vraiment l'envie de goûter et de nous demander comment ça se prépare. Et je crois que dans notre évolution, nous essayerons de leur manger. Nous avons déjà réussi à leur faire manger les Roselle Pods, que nous appelons les fruits d'oseille, et l'oseille même en feuilles. Et ils apprécient ça. Et on leur dit que c'est un produit. Quand vous mettez l'oseille sur Google, vous allez trouver que c'est un produit tellement riche qui lutte même contre l'obésité, qui est un produit très énergétique. C'est un exploit de votre part, parce que c'est une culture tropicale, je crois, qui pousse en pays tempéré. Bien sûr, c'est une culture tropicale, mais vous savez, ici, c'est produit beaucoup dans le sud de l'Amérique. Ah, ok. Oui, dans le sud d'Amérique, c'est là où vous trouvez les produits africains, les aubergines, l'oseille, ainsi de suite. Et ici, ça vient, mais il va falloir que nous mettons ça vraiment en actualité pour que ça soit consommé parce qu'il y a un pouvoir médicamenteux dans l'oseille. Oui, merci. Je rappelle que nous recevons en direct. Hey everyone, greetings to all of you. Guess what? Congo Life 11 Video TV is live and we are kicking. Make sure you tell a friend to log on to Congo Life Video TV, and you can also watch any program you mix on demand. Oh yes, on demand. It's coming live. Make sure you log on to www.congolife11video.com and watch all the programs. We have news, entertainment, traditional music, international music, local dance, and many more. Ça simplement parce que elle connaît les hauts et les bas. Elle est moins structurée. Elle a connu une première expérience qui serait salutaire. Mais comme cette expérience n'a pas abouti, ça a découragé un certain nombre des membres de cette communauté. Je veux parler là de l'ACB-USA. C'était une association dans laquelle j'étais président au Texas, parce qu'il y avait des présidents dans les États. Donc, à partir de là, nous avions vraiment bien commencé. Nous avons eu une assemblée physique au Texas. Dieu merci, vraiment, c'est votre serviteur qui avait reçu, effectivement, en tant que président du Texas, l'honneur de recevoir la première assemblée physique de l'ACB-USA, mais qui s'était passée, je peux dire, dans une douleur simplement parce que les choses n'étaient pas en rose là-bas. Il y a eu même, dans cette phase constitutive, il y a eu même des démissions fracassantes. Heureusement qu'on avait à l'époque un certain nombre de sages qui avaient pu rétablir un certain nombre de choses. Mais je ne vais pas aller dans les détails. C'était là déjà le mal de la communauté qui s'était déjà à la base ou à la naissance, comme disait ma maman, sachant que cet enfant-là ne devait pas vraiment vivre pendant longtemps, je sentais qu'à la naissance, ses yeux étaient
tout blanc. Donc, il n'y avait pas du noir. Or, les yeux d'un homme doivent être noir-blanc. Alors, nous avons essayé un peu, malgré tout, de construire le tissu qui a failli se déchirer avant, mais c'était sans compter avec les ambitions de ceux-là qui, en lançant l'appel de Colorado, n'avaient pas dit à certains membres qu'ils avaient d'autres objectifs en dehors du social. Et lesquels? Politique? Oui, ils avaient des objectifs politiques, s'il faut le dire. C'était celle-là la réalité, puisque nous avons subi un certain nombre de reproches à ce sujet, alors que c'était effectivement ce que nous sommes habilités à faire, c'est de commettre un acte et de le jeter sur quelqu'un d'autre. En tout cas, nous avons bien hérité de ce qui se passe dans notre pays. Je ne sais pas si un jour on va s'en départir. Donc voilà ce que nous avons, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les autres expériences ne marchent plus. Parce qu'il y a une crise de confiance. Parce que ce sont les mêmes personnes, mais qui n'ont pas su se prendre et qui ne savaient pas. Nous avons un problème de ligne avec le Texas. Alors, M. Lombo, je vous rappelle que nous émettons en direct sur notre chaîne YouTube et notre invité est M. Albert Lombo depuis le Texas. M. Lombo, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Allez-y. Oui, donc cette expérience n'est plus facile à recommencer. Heureusement pour nous, aujourd'hui, nous avons quelques associations dans certains États. Je peux imaginer 2 ou 3 États, notamment le TCC, l'Isanga, et puis, je ne sais pas, la CC qui veut coordonner effectivement la communauté dans cette démarche. Mais apparemment, cette CCCB n'arrive pas à poser comme telle. Elle veut imposer une certaine subordination, c'est-à-dire qu'aux préexistantes associations, alors lesquelles ne voudront jamais accepter d'entrer dans cette espèce de superstructure. Alors, comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement si déjà cette CCB prétend être le chapeau de la superstructure, alors que les autres, j'ai par exemple appris l'autre jour qu'il y a eu un décès dans l'un des États où cette association n'a pas voulu justement ouvrir en quelque sorte les vannes pour réaliser ces cotisations en partenariat avec la CCCB. Et j'ai cru entendre qu'ils s'en ont carrément lavé les mains et n'ont pas pu réaliser l'opération parce que l'organisation locale ne voulait pas d'eux. C'est ce que j'appelle une crise de confiance parce que nous sommes habitués à voir le diable partout. Moi, je pense bien que ce n'est pas une association qui veut être un chapeau ou bien au-dessus de toutes les associations. Non. Je pense bien que ce serait une coordination parce qu'elle a des atouts pour pouvoir essayer un peu de rentrer en contact avec tout l'ensemble des membres de notre communauté dans tous les États-Unis. Pourquoi? Parce que simplement, elle est neutre. Le président qui est là, c'est une personne vraiment très aguerrie. C'est une personne qui devait rassembler parce qu'elle a toutes les qualités de pouvoir le faire. Contrairement à TCIC, où on retrouverait M. Boussamba à la tête, M. Achille Ngoma et M. Comment on appelle mon cadet là, Serge, qui effectivement ont fait échouer la première tentative. De l'autre côté, nous avons M. Matsuaka, que les autres ont taxé de tout. Nous avons le frère Dimitri, qui vraiment a la volonté de vouloir rassembler, mais qui ne trouve pas d'assentiment puisqu'il a été diabolisé.
votre serviteur aujourd'hui a été taxé de former les gens qui pouvaient vraiment, je ne sais pas, ressembler à l'Issouba, alors que je ne suis même pas, je ne sais pas à quel niveau je ne connais rien en enseignement. Ça veut dire que je ne peux même pas former quelqu'un comme l'Issouba. Donc, ça, c'est ce qui a amené cette division. Et je ne sais pas qui est celui-là, si ce n'est pas le président de la commission aujourd'hui qui pouvait rassembler et qui, avec le secrétaire général, toutes les données de pouvoir faire de telle sorte, au moins sur cette activité, pour ne pas avoir nos morts enterrés ici, pouvait amener à l'unanimité pour que toute la communauté des États-Unis cotise. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je pense bien que ce n'est pas aussi un projet prometteur, parce que ce n'est pas aussi un projet rassembleur. Enterrer, rien qu'enterrer les cadavres. Moi, je pense bien que... Est-ce que au-delà des enterrements et autres, quel est votre cahier de charge? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre en compte les maladies? J'ai battu de la question avec M. Vindolo déjà. Pourquoi se limiter simplement au décès alors que nous avons en amont beaucoup de problèmes, de maladies, voilà. C'est une démarche. C'est une démarche, pourquoi? Parce que ce qui a amené à rassembler les Congolais au départ, c'était les enterrements, parce que nous avons l'expérience de ce que Achille avait lancé plutôt la cotisation pour notre premier décès ici aux États-Unis, M. Panou au Nevada. Donc c'était une démarche qui pouvait maintenant, si tout le monde était réuni, uni, rassemblé, pouvait à un certain moment faire de telle sorte que, étant au sein de cette structure, on pouvait maintenant améliorer le projet, améliorer avec les moyens de bord comment on devait se préoccuper des malades. Et non seulement de se préoccuper des malades, il fallait qu'on aille au-delà. Pourquoi? Parce qu'il faut créer des moyens qui permettent à ce que nous ne poches de circonstancielles de manière ponctuelle. Vous voyez, il fallait créer les conditions qui permettent à ce que cette association soit elle-même un pourvoyeur des moyens et que les cotisations devaient venir couvrir effectivement des charges qu'on aurait au préalablement déjà réglé un certain nombre de problèmes. Je veux dire que, par exemple, quand un membre de la communauté a un problème, on n'a pas besoin de lancer une cotisation, mais on développe quelque chose, on défalque quelque chose, on règle ce problème et les cotisations vont venir en sourdine après, conformément aux règles qu'on aurait pu établir au sein de ces structures-là. Vous voyez? C'est-à-dire que si quelqu'un sait qu'il a des cotisations qui permettent ceci, cela, mais on les fait de manière mensuelle sans tenir compte des événements ponctuels. Donc, ce serait une démarche. C'est ce que les gens rejettent. Les gens rejettent cela, mais simplement parce que et nous avons une crise de confiance vis-à-vis des uns et des autres. On se dit, mais qui va gérer cela? Pourtant, nous avons des structures. Quand même vous parlez à quelqu'un que viens, on va créer ceci, on va mettre une comptabilité bien là, qu'on pourra recruter quelqu'un qui pourra vraiment nous gérer. On a toujours pensé que toi, tu as trouvé l'idée, en tout cas, ce serait à ton profit. Oui, merci, monsieur Albert Lombo. Je rappelle que nous avons pour inviter aujourd'hui monsieur Albert Lombo, qui est membre de la communauté congolaise du Texas à Houston. Alors, nous allons aborder ensuite de notre débat l'aspect sur la situation actuelle du pays. Alors, je ne partirai pas. Une certaine
une certaine désorganisation, tout le monde le constate, et au niveau du pouvoir, c'est fait de s'arc-bouter sur sa position, notamment garder cet acquis de la Constitution qui, elle, a été adoptée et promulguée par le président, et aux autres de dire nous n'en voulons pas. Alors, comment entrevoyez-vous l'issue de cette crise entre pouvoir et opposition à ce jour? Parler de la politique du Congo, c'est vraiment se faire malade. Simplement parce que quand on a déjà atteint l'âge que j'ai, c'est-à-dire que plus de 55 ans, victime de cette politicardise que j'appellerais vraiment, j'ai du mal parce que de ce côté-là, je suis mal à l'aise. Simplement parce que ce qui se passe au Congo n'est pas de la politique en tant que telle. C'est de la politique politicienne. Bon, l'opposition en tant que telle, quand je suis ce qui se passe au Congo, est confrontée avec vraiment comment je peux appeler, un valet de l'Occident, notamment le PCT et son président. Et cette opposition qui est confrontée à une démocrature habillée du treillis et bombardée vraiment comment dirais-je, d'un système corrupteur qui corrompt non seulement l'opposition, mais les organismes internationaux. Vous comprendrez que cette opposition, qui elle-même, au fond, n'a rien, n'a que les mains. Je ne trouve pas cette opposition, même pas avec une imprimante, pour pouvoir distribuer un tract en une nuit, comme l'avait fait la CC à l'époque. Je suis désolé de dire qu'il y a une opposition, c'est vrai, mais verbale, qui n'a pas assez d'imagination pour se faire, surtout que les membres de cette opposition viennent droit du même système. Alors, ce système qui les prive de tout, ce système qui connaît les mécanismes des coups d'État, ne peut pas permettre à ce qu'un autre ou qu'une autre personne fasse un coup d'État au pays. Parce que la solution actuelle, si je vois bien, quand j'ai observé ce qui se passait au village, dans mon village, c'est qu'on grimpe et on descend comme on a grimpé. Vous comprenez que le pouvoir actuel est arrivé au pouvoir sous la base des coups d'État. Il faut qu'elle parte de là, sous la base des coups d'État. Sinon, il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature habillée de la démocratie et c'est pourquoi ça s'appelle démocrature. Donc, la situation actuelle du pays est inédite. Inédite simplement parce que deux constitutions, il faut inscrire le Congo demain sur le livre de Guinness, le record Guinness, le record, parce qu'on ne sait plus sur quelle constitution le président actuel est en train de se baser pour diriger. La nouvelle. La nouvelle. Ben oui. Mais lui, il n'est pas issu de cette nouvelle constitution. Il n'a pas prêté serment sur cette nouvelle constitution. Comment peut-il légiférer sur une loi que lui, il n'est pas vraiment issu? C'est compliqué. Vous ne voyez pas que c'est inédit dans le monde entier? Et puis, ces intellectuels du Congo, cette élite intellectuelle, quand moi j'écoute Mungala parler, je me dis que c'est un homme intelligent. Alors, comment peut-il mettre l'intelligence vraiment dans le mal? Être gars, des cadavres, du sang.
alors qu'il aurait pu mettre cette intelligence vraiment vers le bonheur de ses compatriotes. Je suis désolé, vraiment, moi. Comment cette élite a pu vraiment suivre? C'est là, rien que pour manger. C'était autant mieux fait comme moi, s'exiler. Et je dis bien que l'exil, c'est difficile. Mais c'est un donc, jeter en pâtis son pays là-bas. Je compatis avec ceux qui sont au pays. Mais vous savez, la façon dont on a démantelé l'enseignement, la façon dont on a démantelé les médias, la façon dont on a démantelé les valeurs, même intrinsèques. Parce que quand j'appelle mes frères, je dois raccrocher parce que ce qu'ils te disent ne reflète plus l'humain. Ça veut dire que les valeurs intrinsèques ont été démantelées. Il n'existe plus rien. Les gens vivent au Congo, c'est comme des animaux. C'est comme des animaux. Ce n'est pas parce qu'on va filmer l'aéroport qu'on a... Non. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème réside dans la culture d'une communauté. Quand la culture, quand les mœurs sont dépravées, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas la santé. Et puis vous parlez du développement, vous parlez de l'industrie sans les industriels. C'est quand même curieux. Et heureusement pour certains d'entre nous que nous sommes sortis, parce que personnellement, quand je suis sorti, il était question avec les moyens que vous et nous utilisons aujourd'hui pour nous communiquer, ont servi à ce que nous cherchons. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Pourquoi une personne comme Pascal Lissouba n'a pas pu diriger le Congo? Comment? Il fallait se poser ces questions-là. Loin d'être fan à ce monsieur, mais nous constatons qu'il avait des mains liées. Nous constatons aujourd'hui que les Congolais ont été dressés contre le bien. En tout cas, aujourd'hui, aucun Congolais n'est pour le bien. Je ne le connais pas. Et voilà, oui, monsieur Lombo, c'est celui-là, peut-être le mot de la fin. Merci d'avoir été à ce micro de Congo Live de la communauté. Peut-être que vous avez un dernier point que vous vouliez pendant l'entretien, que vous voulez évoquer. Le dernier point, ce serait de lancer un appel à la communauté congolaise des États-Unis de pouvoir regarder comment vivent nos riverains, notamment ceux-là qui nous ont accueillis, comment ils ont pu développer ce pays. Et si nous pouvons nous recenser, si nous pouvons recenser cette diaspora, à l'époque, j'entendais parler de la 6e région du monde, puisqu'il n'y en a que 5, c'était la diaspora du monde. Et nous avons, les diasporas du monde devaient se constituer en diaspora étatique, s'il faut le dire. Mais celle qui est la nôtre du Congo-Brazzaville et essayer un peu de rassembler les moyens qui sont les leurs pour transférer, en tout cas, cette technologie dans notre pays. Et je pense bien que nous sommes une diaspora crédible, mais il suffirait que nous essayions un peu de nous identifier, de nous organiser, et puis d'essayer un peu d'être au service de notre nation primaire. Voilà tout ce que je pourrais dire. Monsieur Albert Lombo, merci. Je vous